Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre conférence, notre table ronde sur la transition et la sobriété énergétique. Alors, on a un streaming là en direct, on est en direct, mais je vous propose, si vous êtes tout autour, de venir nous rejoindre ici, puisque on va commencer cette table ronde qui sera en 2 volets. Et on va attaquer tout de suite sur le premier volet, qui est intitulé « Vers une énergie décarbonée et suffisante, choix et perspectives ». Parce qu'évidemment, l'énergie n'a jamais été autant au cœur de nos préoccupations et de nos vies, avec tout ce qui se passe, avec la guerre en Ukraine, les questions de rupture, d'approvisionnement aussi, la relance du nucléaire, le renouvellement ou le développement des énergies renouvelables. Évidemment, on va parler aussi de la sobriété énergétique nécessaire et de toute cette lutte qu'on a vis-à-vis du réchauffement climatique. Donc ça fait beaucoup de sujets à aborder pour ce premier volet de table ronde qui est consacré à l'énergie. Et pour cela, je suis avec Valérie Faudon, directrice générale de la Société française d'énergie nucléaire. Bonjour Valérie et bienvenue. Merci. Et nous sommes aussi avec Jules Nissen, vous êtes président du syndicat des énergies renouvelables. Bonjour. Alors on a les deux côtés, nucléaire et énergie renouvelable, et on va justement investiguer, explorer un petit peu ces deux modes de production, leur complémentarité, leur potentiel, et puis les questions de relance ou de développement justement pour ces deux modes de production. Et d'ailleurs, j'ai envie de commencer tout de suite sur ça, sur où on en est aujourd'hui, où on en est en France, parce qu'on sait qu'on est beaucoup secoué sur ces questions énergétiques. Ça devient quand même un des enjeux clés pour notre société. On s'en est bien rendu compte avec toutes les crises qu'on a traversées. Et j'avais envie de commencer par une première question sur l'état des lieux, où on en est au niveau du mix énergétique, avec chacun, évidemment, votre point de vue sur le mode de production. Je commence par vous, Valérie. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est la différence entre énergie et électricité, parce que parfois on mélange les deux. Donc, si on regarde l'ensemble du mix énergétique, on a encore 60% de notre consommation énergétique qui vient des énergies fossiles, principalement du pétrole, du gaz, un peu de charbon. Et en effet, c'est ces énergies-là, qui sont des énergies carbonées, qui, quand on les consomme, génèrent du CO2, qui est en fait le principal gaz à effet de serre. Donc, la priorité, c'est de sortir de ces énergies qu'on consomme aujourd'hui principalement dans le domaine du transport, c'est le pétrole qu'on met dans les voitures, ou dans le domaine du chauffage avec par exemple les chaudières au fioul ou au gaz, et dans l'industrie qui aussi utilise ces matières. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la question du mix énergétique. Alors, au niveau de l'électricité, qui représente 25% de l'ensemble de l'énergie, on a vraiment la chance d'avoir déjà éliminé les énergies fossiles, ou quasiment, enfin, il en reste encore un petit peu, de notre production électrique avec un mix électricité renouvelable. Donc l'enjeu de ces prochaines années, c'est de pouvoir sortir de ces énergies fossiles, et pour ça, l'électricité bas carbone dont on dispose est un puissant outil via l'électrification. Donc, ce qui en ressort, c'est que le point noir, un petit peu, c'est les 60% de dépendance aux énergies fossiles dont on voudrait se passer, mais ça va être un chemin très long pour y arriver. Oui, bien sûr, mais il y a un vraiment enjeu pour nous d'accélérer, puisqu'au niveau européen, on souhaite accélérer notre décarbonation pour, vous savez, le fameux programme Fit for 55 pour 2030, qui est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 90, et c'est une hausse des ambitions, puisqu'auparavant, l'objectif était de 40%. Votre vision, Jules Nissen, sur ce tableau que vient de présenter Valérie, sur la situation de la France, justement, en matière de dépendance à l'énergie, aux énergies fossiles, énergies renouvelables, énergie décarbonée? Moi, je le partage tout à fait, parce que c'est vrai qu'il faut commencer par ce chiffre des 60% d'énergie fossile, parce que c'est ça, la cible. Et c'est une cible climatique, et c'est aussi une cible de souveraineté. Parce qu'en réalité, dire que la France a été souveraine en matière énergétique, ça n'est pas vrai, à cause de ces 60% qui viennent de l'extérieur, qui nous conduisent à extraire des ressources fossiles sans tellement se préoccuper des conditions dans lesquelles on les extrait, ou des conséquences de leur transport jusqu'à chez nous. Et donc, ça nécessite une prise de conscience. Alors, on est ici dans un festival qui promeut, je crois, la créativité engagée. Eh bien, au fond, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une transition énergétique qui va nécessiter beaucoup de créativité, parce que je crois qu'on traverse une crise ou une transition plus grande encore que celle à laquelle a été confronté le monde occidental après le premier et le deuxième choc pétrolier. Il faut complètement transformer notre modèle. Et ça touche deux dimensions.
la consommation d'énergie, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais c'est important de le rappeler, en étant plus efficace et en réfléchissant aussi à la sobriété, à la manière dont on consomme, la manière dont on fonctionne au quotidien. Mais ça ne veut pas dire la décroissance, ça veut juste dire efficacité, sobriété, où sont les usages les plus importants. Et puis après, il y a la production. Et là-dessus, évidemment, la marche, elle est immense. Alors Valérie a raison de rappeler que l'énergie, c'est pas que l'électricité. Et ce qui est un peu compliqué à comprendre dans le schéma qui est devant nous, c'est qu'on va d'un côté demander à nos concitoyens de consommer moins d'énergie au global, et en même temps, dans cette moindre consommation d'énergie, il faudra consommer plus d'électricité, parce que l'électricité, c'est quand même ce qui va pouvoir se substituer le plus efficacement aux énergies fossiles. Mais on n'arrivera pas à faire tout avec de l'électricité. Les projections à 2050, c'est 55-60% peut-être d'électricité dans la consommation globale. Donc il y a d'autres ressources, on ne va pas non plus en parler ici, mais principalement la biomasse, c'est-à-dire la principale ressource énergétique jusqu'au 19e siècle, qu'il va falloir réutiliser intelligemment en la préservant, en travaillant sur sa durabilité. Et c'est l'association de toutes ces sources d'énergie décarbonées, nucléaire, électrique renouvelable, et toutes les autres énergies renouvelables qui s'appuient notamment sur la biomasse ou la géothermie qu'il va falloir arriver à combiner. Et donc on passe de quelque chose qui était finalement très centralisé, très simple, avec les énergies fossiles, et puis pour la France, l'électricité principalement d'origine nucléaire, à quelque chose de beaucoup plus divers et beaucoup plus territorialisé. Et je terminerai ce propos introductif en disant que pour ce qui concerne les énergies renouvelables, en fait, c'est quand même quelque chose qui fonctionne un peu comme un révélateur de talent. Il faut qu'on travaille avec les agriculteurs pour démontrer qu'il n'y a pas d'opposition entre souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. C'est vrai pour le méthane, c'est vrai pour les panneaux solaires. Il faut qu'on travaille avec les entreprises qui ont des enjeux industriels et de décarbonation très forts. Il faut qu'on travaille évidemment avec les citoyens qui doivent accepter ce changement et accepter aussi que les unités de production d'énergie ne sont pas des choses invisibles, mais qu'elles sont dans leur quotidien et sur leur territoire. C'est un sacré challenge et il faut vraiment qu'on avance là-dessus. Alors on y reviendra évidemment. Vous avez parlé de production et je retourne vers vous, Valérie, pour justement toute la filière nucléaire. On a vu justement pendant les crises en Ukraine, enfin qui durent toujours, qu'on avait eu un peu des soucis d'approvisionnement. Alors je crois que ça mélangeait. Il va falloir que vous nous expliquiez exactement ce qui s'est passé et puis la politique qu'on a choisie, c'est-à-dire de remettre un coup d'accélérateur à cette filière. Mais je voudrais qu'on revienne sur tous ces événements où on a dû justement être un petit peu plus sobre. Il y a eu un plan de sobriété qui a été lancé par le gouvernement et qui a été assez suivi d'ailleurs par les citoyens, peut-être aussi guidé par les prix de l'énergie, peut-être, et par leur portefeuille. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi le nucléaire? Pourquoi toutes les centrales ne fonctionnaient pas? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a eu deux facteurs en fait qui sont arrivés malheureusement en même temps. Voilà, donc. Le premier, ça a été évidemment la crise en Ukraine et la montée des prix du gaz qui était liée au fait que une grande partie du gaz utilisé en Europe vient de Russie. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de pays européens, c'est pas vraiment le cas en France, enfin un petit peu, qui utilisent du gaz pour produire de l'électricité. Donc on a eu ce moment de tension sur le marché européen avec une augmentation des prix européens liés à la crise du gaz, qui d'ailleurs a commencé un peu avant l'Ukraine, qui a commencé au moment de la reprise économique après le Covid. Donc ça a commencé à l'automne 21. Donc ça a été le premier choc. Et le deuxième choc, c'est qu'en effet, le parc nucléaire a produit moins que d'habitude avec une combinaison de 3 facteurs. Donc un facteur qui était prévisible, c'est-à-dire qu'en ce moment, il fait des très grosses maintenances puisqu'il y a un certain nombre de réacteurs qui passent le cap des 40 ans, donc qui sont immobilisés pendant 6 à 7 mois pour faire ces travaux. En fait, on change les composants, on rajoute d'autres systèmes pour ce passage à 40 ans, donc c'est une rénovation majeure. Initialement, elles avaient quel cycle de vie? En fait, au début, quand elles ont été construites, on envisageait de les exploiter 40 ans. Mais en fait, maintenant, il y a plein d'autres pays qui vont jusqu'à 60 ans, voire certains pays jusqu'à 80 ans. Donc, en fait, on a décidé de les rénover pour pouvoir les garder plus longtemps, puisqu'on y reviendra, mais on a besoin de beaucoup, beaucoup d'électricité, même si on investit beaucoup dans les renouvelables. Donc, il y avait déjà ça. Ensuite, il y a eu des retards de maintenance qui ont été pris au moment du Covid et qu'on est encore en train de rattraper. Et enfin, il y a eu vraiment un troisième problème, c'est
c'est qu'on a découvert des corrosions qu'on n'attendait pas. Donc on a arrêté un certain nombre de réacteurs en plein hiver pour pouvoir faire des contrôles et des réparations. Voilà. Et on est encore toujours un peu dans cette phase-là, même si le plus dur est derrière nous. Voilà. Donc, en fait, les deux, donc on a produit moins que d'habitude. Donc en fait, on a eu les deux effets en même temps. Ce qui fait qu'on a en effet craint pour notre approvisionnement l'hiver dernier. Donc grâce à un travail vraiment très important, en particulier sur la sobriété, et puis grâce à un hiver quand même plus doux que d'habitude, on a passé l'hiver. Mais il y a encore des enjeux pour l'hiver prochain. Voilà. Si j'ai bien compris, pour qu'on comprenne exactement, sur la maintenance, c'est des choses qui arrivent et qui arrivent encore plus parce que justement, on rallonge un peu la durée de vie de nos centrales. Et puis, vous disiez, hein, en été, c'est régulier. Enfin, il y a des cycles un petit peu du nucléaire. Alors, les centrales nucléaires, elles fonctionnent 24 heures sur 24, mais il faut les arrêter, en général une fois par an, pour à la fois faire des maintenances courantes, mais aussi recharger le combustible nucléaire dans la centrale. Et en général, on fait ça l'été, parce que l'été, la consommation d'électricité est bien moindre qu'en hiver. Voilà. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 50 gigawatts l'été et 80 gigawatts l'hiver. Voilà. Donc en général, on les arrête l'été. Et puis sur les questions de corrosion, pour qu'on soit bien complet, c'est des choses qui sont en train d'être réglées et en train d'être analysées par toutes les instances concernées. Et je crois qu'il y a des meilleures nouvelles que ce qu'on attendait sur ces points-là. Pour comprendre ce qui se passe, c'est quand on les arrête, en fait, surtout sur des grandes visites qu'on fait tous les 10 ans, on fait une sorte de check-up, c'est-à-dire qu'on regarde tous les tuyaux avec des technologies ultrasons, comme une échographie. Et c'est là qu'on a découvert des tâches et qu'on a décidé d'investiguer. Donc on a découpé les tuyaux. Et après, on les a remplacés. Voilà, donc ça a pris du temps, mais c'est vrai que, je vous le disais, le plus dur aujourd'hui, il est derrière nous. Voilà. D'accord. Alors, côté énergie renouvelable, un peu cette espèce de photographie, justement, sur le plan technique, je pense qu'on s'est rendu compte aussi, avec ces différentes crises qu'on a traversées et qu'on traverse toujours, qu'il fallait peut-être un peu mélanger, peut-être relancer davantage le nucléaire par rapport à ce qu'on a fait ces dernières années, et on va y revenir avec Valérie, mais aussi développer davantage les énergies renouvelables pour un petit peu faire un équilibre et pallier les manques quand il y a des maintenances, avec cette production d'énergie que proposent les énergies renouvelables, éolien, solaire. Oui, alors je ne dirais pas que c'est pour pallier. Je dirais d'abord qu'il faut surtout, par rapport à ce qu'a dit Valérie Faudon à l'instant, avoir en tête que les éléments conjoncturels que sont la crise en Ukraine et l'indisponibilité temporaire de certains réacteurs pour des choses qui étaient non prévues liées à la corrosion sous contrainte, en fait, ça ne doit pas masquer le mouvement beaucoup plus de fond. C'est-à-dire que moi, mon inquiétude, c'est qu'au fond, nos concitoyens aient le sentiment qu'on est plus ou moins revenu à la normale et que finalement, il n'y a pas tellement de problèmes que ça. Or, des problèmes, il y en a pour l'hiver prochain, et puis surtout, il y en a par rapport à cet enjeu de décarbonation qu'on évoquait tout à l'heure, qui est un enjeu de souveraineté, je l'ai dit. C'est aussi un enjeu industriel très fort, parce que le président de la République, en lançant le plan Industrie verte, a bien rappelé quelque chose qui nous paraît très important, c'est que au fond, atteindre les objectifs climatiques, pour la France, ça passe par la réindustrialisation du pays. Et si on veut réussir ça, il faut de l'énergie décarbonée, compétitive, stable. Et ça passe par une transformation de notre système énergétique auquel les énergies renouvelables doivent contribuer très fortement. Le nucléaire amène une solution sur l'électricité, mais n'amène pas toute la solution, et il y a tout ce qui n'est pas électrique. Donc il faut qu'on accélère. Alors il y a des chiffres qui sont connus. En 2021, la France était à 19,3% de consommation d'énergie renouvelable, alors qu'elle aurait dû être à 21%. Des dizaines d'années, on était déjà à peu près à 15% ou 16%. Oui, on n'a pas progressé énormément, finalement. Ça n'a pas progressé énormément parce que je pense qu'il y a beaucoup de raisons, mais il y avait sans doute le sentiment qu'il n'y avait pas forcément la nécessité de le faire. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et la chose importante à comprendre, c'est qu'on est en train d'apparaître de façon évidente, surtout si on regarde les choses un peu dans la durée, la nécessité de déployer ces sources de production d'énergie renouvelable. Donc il faut absolument accélérer, et il faut le faire dans le cadre d'un débat
d'un débat contradictoire et d'un débat prospectif. La commission d'enquête qui s'est réunie à l'Assemblée nationale cette année sur la perte de souveraineté énergétique, mais qui était surtout une commission d'enquête sur les décisions prises en matière de nucléaire, parce qu'il n'y avait pas vraiment de souveraineté, elle a pointé quelque chose d'important, et je crois que c'est le député Armand qui l'avait mis en avant, c'est le fait qu'il n'y a jamais eu de débat contradictoire derrière ces grands choix énergétiques. Et là, il faut qu'il y soit, mais quelque part, il y est, grâce à cette commission, grâce aux travaux que conduit le réseau de transport d'électricité qui fait des projections à long terme, grâce aux travaux que fait l'ADEME, grâce aux travaux de certaines associations comme Négawatt, il y a beaucoup de choses sur la table et je pense que le débat de l'énergie, petit à petit, il est en train de prendre sa place dans la société et ça c'est une très bonne chose parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles nous engagent à 15 ans. Pour le nucléaire, bien sûr, c'est le délai qu'il faut pour pouvoir connecter un nouveau réacteur au réseau, si tout va très bien. Mais même pour le renouvelable, parce qu'il faut planifier tout ça. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc on a absolument besoin de développer ces énergies. Et on en a besoin tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, en matière de besoin d'électricité, il faut avoir en tête qu'on sort d'une période d'une dizaine d'années dans laquelle la consommation d'électricité est restée assez stable. Et que d'ici à 2035, l'augmentation, ça a été annoncé et dévoilé hier par RTE, la prévision de consommation, c'est une augmentation considérable. C'est passé de 480 à 640 TWh. Peu importe ces chiffres, c'est surtout l'ordre de grandeur qui compte. En 10 ans, c'est une accélération plus forte de la consommation d'électricité que ce qu'on a connu dans les années 80 quand on raccordait plusieurs réacteurs chaque année au réseau. Il faut l'avoir en tête, c'est considérable. Et dans les 10 ans qui viennent, c'est les énergies renouvelables. Et au risque de toucher un sujet un peu plus sensible, dans les énergies renouvelables pour l'électricité, c'est le solaire et l'éolien terrestre. Parce que l'éolien en mer qui va apporter une contribution importante, compte tenu là aussi des délais de procédure et de raccordement au réseau, ne commencera à avoir un apport significatif qu'après 2030. Donc tout de suite, c'est du solaire et de l'éolien. Et pour aller, et j'arrêterai là, sur un côté encore plus provocateur, il ne suffira pas d'équiper les toitures, les ombrières et les friches. Il faudra aussi faire du solaire au sol. Et je sais que c'est compliqué, il faudra en débattre. Et l'éolien, c'est de l'éolien terrestre. Et on sait les problèmes que ça pose d'acceptabilité et d'adhésion. Donc il y a un énorme travail à faire avec les élus, les habitants sur les territoires. Et c'est ça l'enjeu des 10 ans qui viennent. Justement, on reviendra plus précisément sur tous ces enjeux de coûts, de délais, d'acceptabilité. Je voudrais me tourner vers vous, Valérie, pour justement, côté nucléaire, vous l'avez dit, hein, il y a eu toute une réflexion menée au niveau des parlementaires. Il y a un projet de loi aussi d'accélération du nucléaire. Ça veut dire qu'on remet le pied sur la pédale de l'accélérateur. Il y a un projet de loi de programmation aussi de l'énergie qui va arriver prochainement pour justement avoir cette vision globale. Mais si on s'arrête sur le nucléaire, qu'est-ce qu'il en est? Vers quoi on va? C'est-à-dire on accélère, on va reconstruire des centrales. Faites-nous un petit peu le panorama de l'avenir du nucléaire avec cette relance. Il y a plusieurs programmes en cours. Donc, le premier programme, c'est d'abord de rénover notre parc pour pouvoir l'exploiter plus longtemps. C'est un programme qui s'appelle Grand Carénage et qui a déjà démarré. Voilà. Donc, qui doit nous permettre d'exploiter tous nos réacteurs au moins 50 ans. On l'espère aussi 60 ans, voilà, et qui permet d'assurer un socle de production d'électricité qui est d'autant plus nécessaire qu'on va en effet augmenter notre consommation d'électricité. En tout cas, on planifie de le faire. Donc ça, c'est vraiment le premier programme. Le deuxième programme, c'est de commencer à renouveler ces réacteurs, puisqu'ils vont atteindre 60 ans à la fin des années 2030. On ne sait pas encore, et on ne saura pas tout de suite, si on pourra les exploiter plus longtemps. Ils le font aux États-Unis, mais en France, on a des règles de sûreté plus exigeantes. Donc, on va travailler là-dessus, mais on ne va pas le savoir tout de suite. Il faut que l'autorité de sûreté nous fasse des préconisations, etc. Donc, il faut commencer à renouveler ce parc. Ça prend du temps. Le nucléaire, c'est vraiment une énergie au temps long. C'est des décisions, je dirais, qui nous engagent même sur 80 ans, puisque les prochaines centrales sont conçues pour fonctionner 60 ans. Donc là, on attendait, en effet, cette décision qui n'est pas prise, qui sera l'objet de la loi qu'on attend à l'automne de programmation de énergie-climat, qui fixera les objectifs à la fois sur l'énergie nucléaire et puis les énergies renouvelables, en fait, sur l'ensemble de notre stratégie énergie-climat. Voilà. Et puis il y a un troisième travail qui est un travail d'innovation
Il y a actuellement dans le monde, et principalement aux États-Unis, mais aussi en Chine, mais partout dans le monde, il y a énormément de réflexions sur le nucléaire, puisque c'est une énergie bas carbone, sur comment on l'aurait utilisé pour décarboner plus. Et donc, le gouvernement a lancé un programme qui s'appelle France 2030, un peu sur toutes les industries, mais aussi sur le nucléaire. Et là, on a maintenant 17 startups qui arrivent. Et on est nous-mêmes étonnés. On ne pensait pas que les investisseurs privés s'intéresseraient. On a énormément de gens qui créent. C'est soit des jeunes qui sortent d'école, soit des retraités qui reviennent et ils travaillent ensemble pour des concepts complètement nouveaux. Et donc, en particulier, sur la production de chaleur à très haute température sur des procédés industriels sur lesquels il y a peu de solutions qui existent aujourd'hui. On voit ces startups arriver, donc ça sera des choses qui seront disponibles au moment où on aura besoin de ce qu'on appelle faire de la deep decarbonisation, donc c'est-à-dire qu'on commencera à travailler des secteurs qui sont très difficiles à décarboner, donc vers les années 2040-2050, mais évidemment on a énormément d'espoir pour ces technologies. Voilà. Donc en fait, c'est une tendance, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait l'impression que l'énergie, c'était très centralisé, avec EDF, enfin avec des modes de production très centralisés. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jules Nissen, on part sur quelque chose peut-être aussi qui ouvrira la porte à une territorialisation un peu plus de l'énergie, et puis à des modalités plus start-up, donc des projets d'innovation. Moi, ça me rassure assez qu'on soit plus exigeant sur le plan de la sécurité, parce que finalement... Oui, tout à fait. Évidemment, ça ralentit, mais je voudrais revenir justement là-dessus, sur qu'on puisse comprendre exactement et s'imaginer qu'est-ce que c'est le coût de la relance pour ces centrales, qu'est-ce que c'est les délais. On a entendu parler aussi des SMR, donc des petites centrales qu'on pourrait être amené à produire. C'est le président de la République qui en avait parlé, et peut-être vendre à d'autres pays qui auraient des consommations moindres, enfin sur lesquelles ça pourrait fonctionner. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée assez pratique et concrète de tout ça ? Et je demanderai la même chose à Jules sur les énergies renouvelables. Oui, donc aujourd'hui, ce qui sera débattu à l'automne, c'est un programme de 6 gros réacteurs de type EPR. Alors pourquoi des gros réacteurs ? C'est qu'on a de tels besoins d'électricité et comme on va avoir peut-être des fermetures de réacteurs à la fin des années 2030, on a besoin d'unités qui vont produire beaucoup d'électricité sur les sites existants, donc très peu de terrain. Et donc le PR2 est tout à fait adapté. En plus, donc on aura déjà construit 6 EPR dans le monde, donc on a déjà une expérience industrielle. Donc ce qui est difficile pour cette filière qui a peiné sur le premier EPR de Flamanville, c'est qu'on voit que quand on arrête de construire pendant 15 ans, on a du mal à refaire démarrer la chaîne industrielle. Et là, donc, on annonce un vrai programme industriel de 6 unités. Donc l'enjeu, c'est de commencer la première, de bien faire la première, et ensuite d'accélérer. On a pour objectif de pouvoir produire, de mettre en service un réacteur par an à partir de 2035 jusqu'à 2050. Donc c'est en effet des très gros chantiers. Ça sera le plus gros chantier d'infrastructure après le Grand Paris. Voilà. En termes financiers, on peut savoir ce que ça représente, un gros chantier comme ça ? C'est difficile de dire quel sera le prix de l'acier et du béton en 2040 aujourd'hui, voilà, mais on est entre 50 et 60 milliards, donc sur un rythme de dépenses de 2 milliards par an. Voilà. D'accord. Je vais poser la même question à Jules Nissen, et ça serait intéressant de revenir sur les filières économiques, enfin les secteurs, vous en avez parlé, industriels, les compétences aussi, savoir si on est prêt, parce que comme vous le dites, on a arrêté, donc il va falloir un petit peu reformer. Mais Jules Nissen, est-ce qu'on peut avoir ce panorama justement très concret des énergies renouvelables en termes de fabrication, d'installation, de coûts, durée de vie ? Est-ce qu'on a une idée plus précise avec ces, vous avez dit 19%? C'est ça ? Oui, aujourd'hui, oui, ça a dû un peu augmenter là, quand même cette année, j'imagine, en termes de part dans la consommation finale d'énergie. Oui, et là, concrètement, quand on veut construire éoliennes ou quand on veut installer panneaux solaires, est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente, de ce que c'est, de ces matériaux ? Parce qu'on dit aussi, est-ce qu'ils sont vraiment recyclables ? Il y a aussi toutes ces questions autour de ça. Est-ce qu'on peut avoir une image assez concrète de ça ? Oui, bien sûr. Je pense que les énergies renouvelables ont été tellement critiquées qu'on a des arguments de réponse à peu près tous ces éléments. Mais c'est vrai qu'on est dans un modèle qui n'a rien à voir avec ce qui vient d'être expliqué. C'est totalement différent et donc par nature très complémentaire. C'est différent d'abord parce que le sujet, le facteur limitant pour le développement des énergies renouvelables, c'est la longueur des procédures. C'est l'acceptabilité sociale, donc la pédagogie, le travail avec les citoyens, et c'est de plus en plus la disponibilité du foncier qui commence à devenir un véritable problème. Donc il faut résoudre ça.
Après, ce n'est pas tellement un problème de financement, parce que ce sont des industries où le développeur fait l'investissement et puis il se paye sur la durée de vente dans des systèmes de contrats qui sont certes garantis par l'État, mais compte tenu du niveau des prix aujourd'hui sur le marché de l'électricité, la majorité de ces contrats rapportent de l'argent à l'État, au sens où l'État garantit un prix de vente de l'électricité au producteur. Si le producteur vend sur le marché au-dessus, il doit rembourser la différence à l'État. Donc ça, c'était prévu pour rapporter à peu près 33 milliards d'euros au budget de l'État entre 2022 et 2023. Les chiffres sont un peu ajustés. Donc il faut avoir bien cette donnée-là en tête. Alors évidemment, ça peut un peu changer si les prix de l'électricité redescendent, mais malheureusement, compte tenu du besoin croissant, je doute que ça soit le cas. Donc il faut avoir en tête que ces installations rapportent de l'argent aujourd'hui et qu'elles contribuent à calmer un peu l'inflation sur le marché de l'électricité. Après, sur la disponibilité des matériaux, il n'y a pas vraiment de difficulté. La recyclabilité aujourd'hui sur une éolienne, c'est plus de 90% et il commence à y avoir un travail sur les pales. Et puis sur les panneaux solaires également, il y a un éco-organisme qui s'appelle Soren et qui s'occupe de la recyclabilité des panneaux et qui fait des choses extrêmement intéressantes. L'enjeu, il est plutôt de se dire que comme on a une vraie ambition de déploiement d'énergie renouvelable, il faut sans doute se donner les moyens de fabriquer les composants qui produisent ces énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement un fournisseur d'énergie pour la société, pour l'industrie, on est aussi une industrie à part entière. Et évidemment, c'est pas tout à fait pareil d'acheter des panneaux solaires ou d'acheter du pétrole ou du gaz. Le pétrole ou le gaz, c'est un flux. Panneaux solaires, c'est un équipement. Enfin, compte tenu de l'ampleur des investissements à faire et de la nécessité de les renouveler, ne pas maîtriser la fabrication des panneaux solaires, c'est quand même un sujet. Même si ça représente que 30% de la valeur d'une installation solaire, aujourd'hui, on est quand même très dépendant de la Chine. Donc, on voit que tout est lié, justement. On est donc derrière la Chine. Quelquefois, on leur passe devant, non? S'il n'y a pas un jeu de compétition, mais on est encore au niveau industriel, on n'est pas meneur sur le sujet, contrairement au nucléaire où on est assez avancé. Au niveau industriel, on est à la ramasse complètement. Sur les panneaux solaires, pas sur l'éolien, mais sur les panneaux solaires. La France maîtrisait la technologie de fabrication des panneaux solaires il y a 20 ans, et puis s'en est totalement désintéressé. Entre-temps, il y a eu des évolutions technologiques. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui maîtrisent ça. Les Américains l'ont bien compris, et dans le cadre du dispositif qui s'appelle IRA, Inflation Reduction Act, ont mis en place des subventions extrêmement importantes à la fois à l'investissement et à la production pour essayer de générer une production made in America, mais enfin pour les Européens, parce que là, c'est pas un sujet français. C'est complètement délirant d'imaginer d'être à la main soit des Chinois, soit des Américains. On parle de souveraineté énergétique. Donc il faut qu'on reconstruise ces capacités, on peut le faire. En France, il y a 2 usines de silicium. Le spécialiste du retraitement du silicium, c'est Wacker, c'est un chimiste allemand. Il y a une entreprise qui s'appelle Photowatt à Lyon, une autre en Norvège, qui savent faire les wafers. Et puis ensuite, la seule chose qu'on ne sait pas maîtriser, c'est la transformation du silicium qui permet de le rendre, de lui permettre de recevoir un photon et de produire de l'électricité. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je ne veux pas faire de comparaison, mais ça ne me paraît pas un défi plus compliqué que de construire autant de PR2 que ce qu'a annoncé Valérie Faudon. Si on veut, on peut. Pour le vouloir, il faut qu'on ait une ambition. Et donc c'est là qu'on voit que les choses se bouclent. On veut une ambition énergie renouvelable parce qu'on estime que c'est indispensable, et cette ambition permet d'avoir une ambition industrielle. Et en même temps, sans ambition industrielle, on ne peut pas avoir d'ambition de production. Et donc c'est tout l'enjeu du projet de loi Industrie verte qui est en discussion en ce moment. Donc en gros, pour les énergies renouvelables, c'est ces questions de procédure qu'il faut qu'on arrive à régler pour pouvoir accélérer, et ces capacités industrielles qu'il faut qu'on arrive à développer pour pouvoir être tout à fait maître de notre destin. Et puis il y a des évolutions technologiques, à la fois sur les panneaux, sur les éoliennes. Par exemple, sur l'éolien en mer, il y a une série d'appels d'offres qui a été lancée pour attribuer, je crois, à peu près 5 à 6 gigawatts de puissance. Et puis maintenant, il faut qu'on arrive à 18, c'est-à-dire 3 fois plus, à l'horizon 2035. Eh bien, l'évolution technologique des turbines fait que pour arriver, passer de 6 à 18, il ne faudra pas plus de mâts d'éoliennes que ce qui était nécessaire pour la première partie de l'objectif. Parce que les turbines, elles sont passées de 6 mégawatts chacune à 20 maintenant, celles qui sont projetées pour les futurs parcs. Et ça peut se transposer ailleurs. Sur les éoliennes terrestres, c'est le même sujet. Si on avait un peu moins de contraintes imposées par l'armée et puis par diverses réglementations, on pourrait faire des mâts un peu plus haut, et dans des endroits où il y a déjà des parcs, faire ce qu'on appelle du repowering, c'est-à-dire du rééquipement avec des turbines beaucoup plus puissantes. Donc cette augmentation de la puissance électrique produite par les installations d'énergie renouvelable, elle ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du nombre d'équipements ou du foncier occupé.
Et vous n'avez pas répondu à ma question. En termes de coût et de durée, qu'est-ce que c'est un chantier éolien et en termes de coût, qu'est-ce que ça représente? Juste pour qu'on ait l'image totale avant de parler de production. Le coût, après, ça dépend totalement des installations. Les chantiers d'éolien en mer, c'est à 2-3 milliards d'euros le chantier. Mais c'est totalement financé par la production d'électricité. La durée, c'est 20 ans, 25 ans, c'est démontable, c'est démantelable. Ce qui fait d'ailleurs qu'en 2050, quand on arrivera complètement au bout des 60 années de vie des réacteurs nucléaires, il y aura aussi l'obsolescence des premiers parcs éoliens en mer. Donc en fait, on est dans un système continu qui devra penser à se reconstruire, à se renouveler et à s'adapter aux circonstances qui sont quand même un peu compliquées à prévoir aujourd'hui pour 2050. Même si c'est quand même dans que 10 000 jours d'aujourd'hui. Si on parle de complémentarité, depuis le début de cette table ronde, vous expliquez que c'est bien deux énergies qui sont amenées à être complémentaires pour justement qu'on arrive à répondre à tous ces enjeux et ces défis qui nous font face. Qu'est-ce qu'on peut imaginer justement en termes d'équilibre, ce que ça représente la production qu'on aurait côté nucléaire, la production qu'on aurait côté énergie renouvelable dans le meilleur des mondes ou dans ce qui se profile? Qu'est-ce que ça représente? Alors c'est très difficile à modéliser, puisque non seulement il faut modéliser le système français, mais il faut modéliser l'ensemble du système électrique européen, puisque maintenant on est extrêmement interconnectés. Donc on a RTE en France qui nous aide beaucoup, parce qu'ils font énormément de trajectoires, ils ont des modèles très puissants, mais à chaque fois ils regardent plusieurs trajectoires, et il y a évidemment beaucoup d'incertitudes sur ces trajectoires. Ce qu'on sait, c'est qu'avoir un système dans lequel on anticipe qu'il y aura de plus en plus de renouvelables sur le réseau électrique, voilà, et que d'avoir du nucléaire dans le système électrique, ça a un effet de stabilisation du système électrique, puisque c'est une énergie pilotable, et ça permet de baisser les coûts système. Parce qu'on a parlé un peu des coûts de production du nucléaire, des coûts de production des renouvelables, mais en fait, il y a en plus les coûts du système électrique, c'est-à-dire le transport d'électricité, la distribution d'électricité, les moyens de flexibilité, en particulier les moyens de stockage. Donc sur les solutions qu'on envisage, il y en a qui ne sont pas encore déployées à grande échelle, on ne sait pas les coûts. Voilà. Donc je pense que ce qu'il faut se dire aujourd'hui, et c'est certainement après ce qu'on a connu en Ukraine, la bonne manière de réfléchir, c'est de se dire, on ne sait pas quel sera l'avenir, mais il faut construire le système le plus résilient possible et le plus solide, et de savoir justement, dans une situation d'incertitude, que sont les marchés de l'énergie, se protéger, avoir une solution souveraine qui garantit notre approvisionnement en électricité. Voilà, c'est vraiment ça. Et on a bien compris que le nucléaire était une des clés, puisque c'était une énergie stable, continue, qu'on peut solliciter, mis à part les problèmes dont vous nous avez parlé, mais qui sont beaucoup plus clairs maintenant, et qui sont complétés donc par les énergies renouvelables, qui n'ont pas le même rythme, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'assurance de continuité, en fait, dans la production. Quelle est la part que les énergies renouvelables peuvent prendre à terme, puisqu'on sent bien qu'il y a aussi un coup d'accélérateur de ce côté-là? Mais on sent bien qu'il y a un coup d'accélérateur, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et vous le présentez bizarrement. D'abord, il faut revenir sur cette histoire d'intermittence, parce que on peut aussi parler d'électricité radioactive. Quand on parle d'intermittence, c'est un truc qui tout de suite véhicule une image un peu négative. Alors, il fait nuit, enfin il n'y a pas de soleil la nuit, il y en a la journée. Le vent, ça dépend. Et le foisonnement de l'ensemble des sources d'énergie renouvelables permet d'assurer un peu de gestion prévisionnelle de tout ça. Dans les énergies renouvelables, il y a aussi l'hydroélectricité qui a été largement développée en parallèle du programme nucléaire pour justement assurer des moyens de stockage. Et puis aujourd'hui, il y a des systèmes de gestion de la demande qui permettent d'absorber tout ça. Et puis je répète que les énergies renouvelables, ça n'est pas que l'électricité. Par exemple, les énergies qui servent pour le chauffage amènent des solutions qui sont extrêmement intéressantes. On a fait une étude à la fin de l'année dernière qui démontre que dans les foyers français qui sont équipés de chauffage électrique à titre principal, le fait de disposer d'un appareil de chauffage individuel au bois, un poêle par exemple, ou un insert qui est allumé entre 17h et 22h, ça économise en appel de puissance sur le réseau électrique à peu près 10 gigawatts, ce qui correspond à peu près à 10 tranches de réacteurs nucléaires. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut essayer de développer. Parce que tout d'un coup, au moment où il y a le plus d'appels sur le réseau électrique, on peut avoir aussi des moyens complémentaires non électriques qui viennent prendre le relais. C'est un modèle qui existe depuis longtemps dans les pays du nord de l'Europe. Donc voilà. Après, quelle est la part des renouvelables dans le système? Là, ça tombe très bien cette table ronde aujourd'hui, parce qu'il y a 2 jours, Réseau de transport d'électricité a fait part de des premières conclusions. Elles ne sont pas définitives,
mais qu'il a pu tirer de la concertation qui a été lancée. Je voudrais revenir 2 minutes là-dessus parce qu'on a cette chance en France d'avoir cette entreprise, mais qui est une entreprise entièrement publique, qui fait ce travail de prospective avec des équipes extrêmement pointues, et des moyens, et on participe ensemble aux réunions, et donc il y a des gens qui ont des points de vue parfois différents, et tout le monde s'écoute, et le boulot qu'ils font, c'est de d'abord interroger tous les secteurs de la consommation, industrielle, particulier, et essayer d'estimer les différents besoins, enfin dans les différents domaines, quels sont les besoins de consommation d'électricité. Puis après, on interroge les producteurs, et on dit comment vous pensez que vous pouvez vous positionner. Et tout ce travail-là, qui sert à établir ce qu'on appelle le bilan prévisionnel, c'est-à-dire la projection à 2035 du système électrique, parce que c'est le besoin d'RTE pour dimensionner son réseau et les gérer, ben ça amène à un constat. Ce constat, c'est que si on veut réussir le pari de la réindustrialisation, je répète que c'est peut-être la condition pour atteindre aussi nos objectifs climatiques, si on veut réussir ce pari, ben, à 2035, c'est peut-être jusqu'à 640 TWh, ça ne parlera peut-être pas à grand monde, c'est juste pour avoir l'ordre de grandeur de production d'électricité qui est nécessaire. Ce que peut amener le parc nucléaire jusqu'à cette échéance après laquelle de nouveaux réacteurs pourront entrer en service et donc on sera dans une autre dimension. Mais jusqu'à 2035, c'est 350, c'est-à-dire à peine plus que la moitié du besoin qui est estimé. Donc la différence, il n'y a que les renouvelables qui vont la faire. Et il y a des pays européens où la part de ces renouvelables est encore plus importante qu'en France. Nous, on a une chance, et je le dis ici en assumant mon propos, c'est qu'on peut s'appuyer sur 2 pieds. Il y a le pied nucléaire et il y a le pied renouvelable. Et ça donne à la France, il me semble, à l'horizon 2035, un vrai atout en termes de compétitivité. Mais vraiment, les deux choses ont le même niveau d'importance. Et puis, il faut se dépêcher d'accélérer la seule source de production qui permettra de remplir ce gap. Aujourd'hui, on est à 120 TWh de production d'énergie renouvelable, dont 50 est assuré par l'hydroélectricité. Et on parle de passer à 240, 280. C'est énorme le saut. C'est énorme en 10 ans. Donc il faut mesurer ce que ça signifie. C'était peut-être mon interrogation, c'était parce que j'ai l'impression que quand on a un petit peu, pas lâché le nucléaire, mais un petit peu ralenti sur la filière nucléaire, on n'a pas forcément en contrepartie mis un accélérateur très fort sur les énergies renouvelables, et c'est quelque chose peut-être qu'on paye un peu maintenant, parce qu'on se rend compte, comme vous le dites, que c'est un équilibre absolument indispensable pour réussir à subvenir aux besoins qu'on voit arriver en termes de consommation d'énergie. Mais je pense qu'on peut conseiller à tout le monde, citoyen, étudiants en sciences politiques ou autres, d'écouter les débats qui ont eu lieu et les auditions qui ont été organisées dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire. C'est extrêmement intéressant sur la manière dont ont été fondés et formés et défendus a posteriori des choix politiques. Et ce qui ressort de ça, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir à titre personnel, c'est que franchement, ça n'a pas été appuyé sur des travaux prospectifs solides. Et la raison pour laquelle finalement on n'a pas accéléré vraiment les renouvelables en même temps que des décisions politiques avaient été prises pour réduire la production nucléaire, ou en tout cas la plafonner, ben ça découle de ça. C'est qu'en fait, à l'époque, ça paraissait lointain, donc facile, où on s'est dit on va y arriver, et personne ne s'est posé la question de comment. Donc c'est ça qui a changé. Et c'est tant mieux, parce que là, la crise, ces débats, les incidents qui ont eu sur le parc nucléaire, le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, le réchauffement climatique dont on mesure tous les jours les effets dévastateurs, tout ça, ça crée une prise de conscience. Et donc maintenant, on a de quoi alimenter le débat public, et c'est tant mieux. Parce qu'après, c'est un choix citoyen ce qui va devoir être fait là. Et vous aviez raison de dire, il y a une loi de programmation énergie-climat qui sera vraisemblablement présentée au Parlement à l'automne, enfin on espère. On participe tous les deux à un même groupe de travail. Il y a 7 groupes de travail en ce moment qui essaient de travailler là-dessus. Et ce qui va en sortir, c'est une proposition de loi, elle sera enrichie par le Parlement, c'est notre avenir énergétique. Et ce n'est pas juste les 10 ans qui viennent. C'est la perspective. C'est aujourd'hui qu'il faut décider de relancer un programme nucléaire. C'est pas dans 15 ans. Sinon, on ne sera jamais prêt. Et c'est aujourd'hui qu'il faut définir quelle est la vision qu'on porte. Donc c'est un texte extrêmement, extrêmement important. Je trouve que c'est intéressant aussi justement cette perception des citoyens, parce qu'on voit bien que ça bouge, comme vous le dites. Déjà la prise de conscience sur les enjeux que représente l'énergie aujourd'hui, la souveraineté énergétique, on en a parlé, avec tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. On voit bien que les images changent sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu maintenant ce que vous ressentez de la part des citoyens? On a l'impression qu'il y a une prise de conscience que la filière nucléaire est quasiment indispensable, qu'on a raison d'aller dans ce sens-là, même si on attend encore les confirmations par le projet de loi de programmation. Je vous demanderai la même chose, Jules Nyssen, sur les énergies renouvelables.
Jules disait qu'il y a eu un retour intéressant dans la commission d'enquête et c'est vrai qu'on voit qu'au début des années 2010, en fait, il y avait déjà eu un vrai enjeu de ce mélange entre l'énergie et l'électricité, c'est-à-dire on disait on va diminuer la consommation d'énergie en mélangeant l'électricité et l'énergie. Et l'autre chose aussi, quand on regarde les débats, c'est qu'il y avait plein d'objectifs qui étaient donnés, mais il n'y avait pas cet objectif qui était le climat comme le sujet le plus important. Voilà. Et ça, aujourd'hui, ça a vraiment changé, c'est-à-dire que la perception que peuvent avoir les Français sur le fait qu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité, et c'est beaucoup lié à la prise de conscience du passage à la voiture électrique, en fait, parce que c'est très concret, en fait, pour les gens. Ils se rendent compte que, bah oui, je vais passer de la voiture pétrole à la voiture électrique, donc on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité. Voilà. C'est des choses très pratiques, parce que pendant longtemps, ça a été assez flou pour les Français, de la même façon que pour nous. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que ça m'énerve énormément. Pendant très longtemps, les Français, en majorité, pensaient que le nucléaire émettait des gaz à effet de serre, donc il était responsable, entre autres, du réchauffement climatique. Et maintenant, il y a un gros changement aussi depuis 2 ans. Et donc il y a vraiment maintenant un consensus, je dirais, dans les études sur le fait qu'on a besoin de nucléaire et de renouvelables, qu'on aura besoin de plus d'électricité. Donc les choses, en effet, se clarifient en fait pour les Français. Voilà. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre, j'espère, donc d'avoir cette loi, puisque là, au Parlement, il y a eu une loi d'accélération des renouvelables qui a été votée, une loi d'accélération du nucléaire qui a été votée, et pour la première fois, la loi qu'on aura cet automne, ça sera une loi nucléaire et renouvelable. C'est pas mal, on avance. C'est intéressant parce que finalement les crises, si on le regarde sur les seuls petits points positifs qu'il peut y avoir, c'est ça, c'est cette prise de conscience sur l'énergie et sur les modes de production qu'ont pu avoir les citoyens de manière beaucoup plus virulente, j'allais dire, qu'auparavant. Sur les énergies renouvelables, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y a eu une acceptabilité un petit peu variable. On sent que ça bouge aussi parce que dans cet esprit de complémentarité, ça a fait avancer peut-être les esprits sur le sujet. Oui, alors c'est un peu paradoxal parce que l'appréciation des Français sur les énergies renouvelables, elle est plutôt favorable quand on la mesure à l'échelle du pays. Et les sondages montrent qu'il y a un taux de soutien 60-70% et qu'en plus les gens plébiscitent plutôt l'idée qu'il y a un mix nucléaire renouvelable. Je pense qu'ils répondent ça en pensant quand même beaucoup à l'électricité. Et je répète, je martèle qu'il n'y a pas que l'électricité dans la vie, il y a aussi d'autres sources sur lesquelles on n'y arrivera pas. Par contre, il y a une expression anglo-saxonne qui est « not in my backyard ». L'autre jour, j'ai entendu un responsable avoir un équivalent français, c'est un projet Puma, un projet utile mais ailleurs. Et la difficulté des énergies renouvelables, c'est un peu ça. On est pour, mais enfin, il ne faut quand même pas que ça soit trop près de chez soi. Et ça, c'est un problème qui n'existe pas, ou moins avec le nucléaire, au sens où les gens qui sont concernés par la proximité d'une centrale sont beaucoup moins nombreux que ceux qui sont potentiellement concernés par la proximité d'équipements qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et donc, le boulot qu'il y a à faire, c'est ça. Et au fond, moi, j'entends très bien que l'apparition d'une éolienne dans le paysage, que l'installation d'une ferme photovoltaïque, que la mise en place d'un méthaniseur, etc., tout ça, ça perturbe, comme n'importe quel projet d'infrastructure ou autre, perturbe les gens. Donc ils voient le coût individuel. Et il faut qu'ils perçoivent où est le bénéfice. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Alors la crise dans laquelle on vit aujourd'hui a permis de faire apparaître cette prise de conscience. Il faut juste faire attention à son côté éphémère. Je ne suis pas sûr que la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine soit un moteur suffisant. Il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on explique les enjeux climatiques, bien sûr, les enjeux industriels, les enjeux de pouvoir d'achat qui sont derrière tout ça, pour que le bénéfice que chacun retirera, mais qui est un bénéfice social, justifie le fait de pouvoir accepter ces équipements dans son environnement. Maintenant, moi, ce que j'observe, c'est que les élus locaux sont en train de complètement évoluer, parce que derrière les énergies renouvelables, qui sont des énergies de territoire, il y a aussi des logiques locales, des logiques circulaires, des logiques d'autoconsommation, qui sont d'ailleurs extrêmement intéressantes pour la stabilité des réseaux, et que petit à petit, les choses évoluent. Alors la difficulté des élus, c'est convaincre leurs concitoyens, et c'est aussi de lutter contre des organisations un peu plus structurées qui viennent par principe militer contre les éoliennes ou les panneaux solaires, mais ça change. Et à partir de cette volonté locale, je crois, si on arrive à insérer le développement des énergies renouvelables dans les projets de territoire, alors on aura gagné cette partie-là aussi. Et ça aussi, c'est un enjeu de la loi d'accélération, c'est un enjeu de la future loi de programmation. La prochaine PPE sera pour la première fois régionalisée et elle se déploiera sur les zones d'accélération que les élus devront définir. Donc une vision plus territorialisée et puis du débat. Et ça tombe bien parce que je vois qu'il y a une question qui va être équipée de micro. Juste, voilà, allez-y.
Bonjour, merci pour vos échanges. Je voulais vous poser une question, s'il vous plaît, monsieur. Vous nous avez dit qu'on se base sur une consommation d'électricité de 485 Tera ou 350 terawatts, donc ce qui est considérable. Comment on mesure ça? Qu'est-ce qui permet de dire ces critères-là? Et du coup, ça m'emmène à une autre question, si vous me permettez. C'est du coup, dans cette définition de ce dont on a besoin, est-ce que justement, il n'y a pas aussi des solutions où on peut peut-être produire autrement? Oui, absolument. Mais c'est une excellente question. Je ne suis pas sûr que je sois celui qui pourrait apporter la réponse sur la totalité. Mais là, j'ai donné des chiffres pour l'électricité. En fait, la projection en électricité, dans un scénario où on essaie de soutenir une stratégie de réindustrialisation, c'est 640 au lieu de 450 aujourd'hui. Donc c'est ça qui est un saut considérable. Mais il faut bien avoir en tête que cette augmentation de la consommation d'électricité, elle s'inscrit dans un paysage où la consommation globale d'énergie doit diminuer. Parce que l'idée, c'est aussi de supprimer les énergies fossiles. Et elle représente 60% de notre consommation. Donc, ça ne veut absolument pas dire, ce chiffre-là, si on focalise que sur l'électricité, on a une vision qui est totalement déformée du sujet, parce que ça donne l'impression qu'on est parti dans du toujours plus. Or, ce n'est pas le cas, parce que c'est dans une consommation globale qui diminue, la part de l'électricité doit augmenter, et elle augmente tellement en part qu'elle augmente aussi en valeur absolue. Alors, comment on arrive à ce chiffre? Eh bien, en ayant interrogé toutes les filières, les industriels, les spécialistes des transports, et puis après tout ça est testé évidemment pour voir quelle est leur consistance, puis il y a des scénarios, et ce que je trouve qui est extrêmement intéressant dans le travail de RTE, alors c'est déjà disponible dans Futur Énergétique, l'ADEME a fait la même chose d'ailleurs, un travail équivalent, on va y venir. mais c'est que ce sont des données publiques, et qu'après chacun peut s'en saisir et les challenger, et dire ça c'est pas raisonnable. Voilà. Nous, notre sujet aujourd'hui, en matière d'énergie renouvelable, c'est l'utilisation de la biomasse sur la part qui reste et qui ne sera pas couverte par l'électricité, et la part qu'il faut consacrer aux biocarburants là-dedans et au transport par rapport aux autres besoins, et notamment la chaleur. Et c'est là qu'il y a des sujets de comment on consomme et qu'est-ce qu'on projette comme volume de transport aérien et de transport maritime. Vous nous faites la transition, alors c'est parfait, parce que vous nous faites la transition sur le volet 2, je vous laisse juste... Oui, je voulais dire en particulier qu'il y a donc des évolutions qui ont été faites assez rapides depuis 1 an, et c'est lié à un certain nombre de secteurs. Alors d'abord, il y a les camions, le transport lourd, qui a dit qu'il finalement il voulait s'électrifier. Pendant un moment donné, on ne savait pas exactement ce qu'ils utiliseraient, on a parlé d'hydrogène, et finalement ils ont dit que maintenant il y a énormément de progrès sur les batteries qui leur permettent d'envisager qu'ils vont s'électrifier. Il y a le transport aérien aussi qu'on a vu arriver dans les concertations, qu'on n'avait jamais vu, parce qu'eux, ils ont des objectifs européens maintenant d'utiliser des carburants de synthèse. Et pour faire ces carburants de synthèse, comme pour un certain nombre de process industriels, il faut de l'hydrogène propre, et pour faire de l'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité. Donc ça pousse énormément la consommation d'électricité vers le haut. Pour vous donner une idée, décarboner le site ArcelorMittal de Dunkerque, qui est un de nos 2 plus gros sites sidérurgiques en France, entre l'hydrogène propre et l'électrification, c'est 1 gigawatt, c'est un réacteur nucléaire. Donc on parle de, dès qu'on commence à toucher à la grande industrie et des process qui pour l'instant plus sont très sages, des process charbon, on commence à parler de consommation d'électricité, de chiffres qui sont en effet très importants. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est que sur notre volet 2, on va justement voir tous ces scénarios de consommation, puisque l'ADEME a testé ça, et ça va être un de nos sujets. Je vous remercie beaucoup, Jules Nissen et Valérie Faudon. On pourrait en discuter encore énormément. C'est là où on se rend compte que finalement, tout un chacun s'est approprié ces enjeux sur l'énergie, et ça intéresse beaucoup plus. Il y a une meilleure compréhension sur ce que ça représente comme enjeu, personnellement, individuellement, mais aussi collectivement. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci à vous. On peut les applaudir. Et je vous propose d'attaquer le volet 2 de cette table ronde. Et je vais accueillir Thomas Dorger, délégué général Confrontation, un think tank européen qui va venir nous rejoindre, et Jean-Louis Berger, qui est coordinateur prospective à l'ADEME, chef de projet Transition 2050, qui va justement nous présenter ces scénarios. Je vous propose de les accueillir. On peut les applaudir pour leur donner la dynamique. On va changer les sièges pour des histoires.
sommes de retour pour le deuxième volet de notre table ronde qui est consacrée à l'énergie. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Dorger, délégué général confrontation du think tank donc européen. Bonjour. Et Jean-Louis Berger de l'ADEME, coordinateur prospective. Vous êtes également chef de projet Transition 2050. On va se projeter bien en avant dans le futur, enfin un futur qui est assez proche finalement. On a beaucoup parlé tout à l'heure donc de différentes modalités de production, du nucléaire, des énergies renouvelables, des choix, de la complémentarité, des décisions à venir ou en cours justement sur ces deux types d'énergie et comment on organise tout ce mix énergique sans oublier évidemment les énergies fossiles comme on a pu le rappeler. On va se plonger dans les scénarios qu'a imaginé l'ADEME en termes de projection de consommation d'énergie. Donc c'est intéressant de voir cette image, ce récit, vous allez nous en parler, de dans quel monde on peut vivre selon les choix que l'on fait, plus ou moins de consommation. Et puis du côté du think tank européen Confrontation, on va pouvoir se baigner dans un domaine un peu complexe, on va dire, mais on va essayer de simplifier au maximum, qui est le marché de l'énergie européen. Et ça, c'est pareil, c'est des choses dont on a beaucoup parlé au moment de la crise en Ukraine. Pourquoi on a des prix aussi élevés? Comment est-ce qu'ils sont fixés? Pourquoi certains pays comme l'Espagne sont sortis de cette organisation pour essayer d'avoir des prix moins chers? C'est tout ça qu'on va essayer de décortiquer pendant ce volet de table ronde. Et bien, comme j'ai parlé du marché de l'énergie et que c'est un sujet pointu, on va commencer par vous, Thomas Dorger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est organisé ce marché de l'énergie en Europe et pourquoi finalement on a ces prix si chers, on a eu ces prix si chers, alors que, si j'ai bien compris, notre énergie, notamment via le nucléaire, ne coûte pas si cher que ça. Absolument. Alors, merci beaucoup aux Deauville Green Awards pour l'invitation. Alors, juste pour reprendre, et puis à la première table ronde qui était très riche sur les systèmes de consommation. Pour commencer, je dirais que le cadre et le contexte dans lequel on s'inscrit, c'est celui du Green Deal, qui date de 2019, c'est le pacte vert européen, et c'est très simple à comprendre, c'est le paquet législatif de l'Union européenne qui inscrit l'horizon de décarbonation pour l'économie européenne à échéance 2050, avec ce que Mme Faudon a rappelé, l'objectif intermédiaire du Fit for 55 en 2030. Justement, les objectifs qu'on s'est fixés au niveau européen pour que ça soit clair pour tout le monde. C'est cet objectif-là d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc évidemment, ça paraît assez loin, mais en fait, étant donné que la première échéance de réduction de 55% de nos gaz à effet de serre depuis 1990 arrive dans quelques années, en 2030, certains observateurs considèrent d'ailleurs qu'on est déjà en retard par rapport à cet objectif-là. Et effectivement, il y a eu une levée des ambitions, une remontée des ambitions, comme vous l'avez précisé dans la table ronde précédente, parce que l'objectif initial était de réduire de 40% nos gaz à effet de serre en 2030, et ils sont passés à 55%. Mais alors, est-ce que c'est intéressant de se fixer des objectifs sur lesquels on prend à chaque fois du retard? Ou est-ce que c'est une ambition un petit peu trop élevée? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a deux critiques principal, c'est de se dire qu'effectivement, on a besoin d'un cap à long terme, et donc c'est quand même utile, je pense, politiquement, de se fixer un horizon de temps à 25 ans. Et d'être d'accord tous ensemble pour y aller. Par ailleurs, c'est toujours l'enjeu de la construction européenne, c'est de créer du consensus politique avec 27 États membres. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas simplement faire le bilan une fois tous les 10 ans ou 15 ans, ou alors attendre 2050 pour faire le bilan de ce qu'on a avancé, et puis constater éventuellement si on était dans les clous ou si on ne l'est pas. C'est pour ça que, par exemple, dans le centre de recherche dans lequel je travaille, on propose un système de semestre européen, c'est-à-dire une évaluation tous les 6 mois, sur le modèle de ce qui existe déjà pour l'évaluation par la Commission européenne des finances publiques des États membres. On en a beaucoup parlé pendant la crise financière. Une évaluation tous les 6 mois des avancées des États membres vers cette décarbonation de leur mix énergétique, mais plus globalement de la décarbonation des usages, la mise en place de systèmes de sobriété, etc. Et donc, je pense que c'est les deux qu'il faut combiner, un cap politique qui permet de créer du consensus à 27, mais aussi une évaluation le plus court possible à l'échelle semestrielle pour être certain que les uns et les autres puissent avancer. Par ailleurs, la comparaison entre États membres est toujours un outil politique très efficace. Ça permet aux uns et aux autres de déterminer pourquoi est-ce que les Estoniens font mieux que les Espagnols, etc., et de s'inspirer mutuellement. Et il y a une petite compétition aussi. Absolument. qui s'installe. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les prix, comment ils sont fixés, et toute cette polémique qu'on a sentie dans la société française et européenne, avec le cas de l'Espagne qui est sorti de ça? Tout à fait. Assez simplement... On a tous vécu là, cet hiver une augmentation
augmentation des prix assez brutale, des prix de l'électricité assez brutale sur le marché européen. La France a été un peu plus protégée que les autres. Je dis ça du point de vue de quelqu'un qui habite à Bruxelles. Sur Vous avez pris cher. On a pris cher, je crois qu'on peut le dire. Donc cette augmentation des prix de l'électricité, elle a beaucoup été liée et résumée à la question de l'indexation du prix de l'électricité à l'augmentation du prix du gaz. Or, c'est une analyse qui est relativement partielle, puisque cette indexation des prix du gaz ne concerne que 30% de l'électricité échangée en Europe. Il faut savoir que 70% de l'électricité échangée en Europe, elle s'échange sur un marché qui est totalement libre, qui s'appelle de gré à gré, et dans laquelle, en fait, la seule loi qui existe, c'est la loi de l'offre et de la demande, si vous voulez. Donc, en fait, l'analyse qu'on fait, nous, de cette augmentation des prix de l'électricité, c'est un phénomène très classique, c'est-à-dire la raréfaction d'un produit alors que la consommation augmente ou reste stable. Dans le cas, comme vous l'avez évoqué dans la première table ronde, étant donné que c'est en plus intervenu pendant un hiver, la consommation a augmenté. Nécessaire. Et juste pourquoi, sur les 30%, si j'ai bien compris, on se fixe sur le prix du gaz ? Alors, c'est un mécanisme qui s'appelle la tarification marginale. Donc, c'est un petit peu barbare comme nom, mais c'est très simple. En fait, c'est que toutes les énergies sont vendues au prix de la technologie la plus chère, à savoir le plus souvent les centrales au gaz, surtout quand le gaz se raréfie, étant donné qu'on a arrêté d'importer du gaz russe qui comptait pour 40% du mix électrique de l'Union européenne. Et l'idée, c'est très simple, c'est de favoriser la production d'électricité renouvelable et d'électricité nucléaire et d'utiliser en dernier ressort les électricités les plus polluantes, soit les électricités fossiles comme le gaz. Donc on les laisse très cher et on fixe le prix par rapport à ça. Pour faire simple. Pourquoi l'Espagne est sortie de ce système ? Est-ce que ça a été rentable pour eux ? Est-ce qu'on pourrait suivre cet exemple ? Et quelle réaction européenne ? En fait, l'Espagne est sortie du marché de l'électricité, mais l'Espagne est dans un cas assez particulier en Europe. C'est que l'Espagne et le Portugal, d'ailleurs, sont très mal interconnectés au marché de l'électricité européen. Et c'est essentiellement du fait de leur position géographique, puisqu'en fait, le seul voisin électrique de l'Espagne et du Portugal, c'est la France, finalement. Et d'ailleurs, ça a créé beaucoup de débats, encore assez récemment, sur l'accessibilité de l'électricité européenne à l'Espagne et au Portugal via des interconnexions françaises. En fait, la réponse sur pourquoi est-ce que la France ne fait pas la même chose ou ne demande pas la même chose, puisqu'en fait c'est un opt-out d'un règlement européen qui existe, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas intérêt à le faire. Parce que On se disait bien qu'il y avait quelque chose quand même. La France est le pays le plus interconnecté d'Europe. Et elle est le pays le plus interconnecté d'Europe pour une très bonne raison, c'est que d'habitude, on est un pays exportateur d'électricité. Comprenez bien que je n'assomme pas de chiffres, mais la France, c'est 20% de la production électrique européenne. D'habitude, on exporte bien plus d'électricité que ce qu'on importe, pardon. Donc, on a tout à fait intérêt à être au cœur du système électrique européen. Alors, évidemment, ponctuellement, pendant la crise électrique, qui a été la combinaison effectivement de la guerre en Ukraine et puis de la chute de 50% de la production électronucléaire française, ça nous a mis dans une difficulté, mais passagère. Mais sur le long terme, on a intérêt à favoriser les interconnexions. Par ailleurs, l'Espagne subit l'essentiel du temps le fait qu'elle soit une espèce d'îlot énergétique, enfin la péninsule ibérique soit un îlot énergétique, et en fait pousse l'essentiel du temps pour rejoindre le marché de l'énergie le plus possible et favoriser ces interconnexions. Alors avant d'arriver au scénario de l'ADEME pour voir justement comment ça peut se transformer, au niveau européen, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec tout ce passé justement de crise récente ? Est-ce qu'il y a des réactions ? Est-ce qu'on va organiser le marché de l'énergie différemment ? Est-ce qu'on y va toujours tous ensemble ou un peu séparés ? Comment ça va se passer ? Il faut absolument qu'on continue à y aller tous ensemble et le plus possible tous ensemble, en tant que Français et en tant qu'Européens. Sur le marché, il y a plusieurs aspects de réformes qui vont être mis en place. Je pense qu'il y a un aspect important, et on y reviendra probablement, c'est sur l'intégration des politiques énergétiques européennes. Mais si vous voulez axer cette question pile-poil sur le marché, l'enjeu du marché en ce moment, il est double. Mais essentiellement, il faut qu'on continue à attirer des investissements, des capitaux privés vers la construction de nouvelles infrastructures de production électrique. On en a beaucoup parlé, la consommation électrique va considérablement augmenter dans les prochaines années. Il faut que la production suive, donc il va falloir de nouvelles infrastructures. Et par ailleurs, il va falloir de nouvelles infrastructures de transport d'électricité. Puisque comme on veut continuer à intégrer le marché, il faut que les électrons continuent à circuler en Europe. Plus on produit d'électricité, plus cette électricité doit circuler. Et évidemment, les États ne vont pas pouvoir
porter financièrement seul le coût de ces investissements. Donc le marché, dans sa nouvelle réforme, dans sa nouvelle mouture post-guerre en Ukraine, elle doit être incitative pour les acteurs privés. Et je donne juste un élément. Aujourd'hui, évidemment, les investisseurs dans le domaine de l'énergie, mais comme dans tous les domaines, veulent de la stabilité et de la visibilité sur le long terme. Aujourd'hui, les achats sur le marché à terme de l'électricité en Europe ne peuvent aller que jusqu'à 3%, à 3 ans. Et c'est ce qui est considéré comme un investissement de long terme dans l'énergie aujourd'hui, c'est un investissement à 3 ans. Évidemment, je ne vous fais pas de dessin, c'est pas du tout assez. Et donc, un des aspects clés de la réforme de ce marché, ça va être de gagner en profondeur et de permettre aux investisseurs d'aller se projeter beaucoup plus loin. Et bien justement, on va se projeter beaucoup plus loin. Merci beaucoup Thomas pour ces premiers éléments. On reviendra. Ça, c'est le cadre européen. On reviendra justement sur la production, ce qu'on peut se permettre. L'ADEME, vous avez fait un travail très intéressant, Jean-Louis Berger, et on va voir une vidéo qui décrit ça. Mais expliquez-nous, on s'est projeté, vous êtes projeté en 2050 pour voir un petit peu comment le monde pourrait être, enfin comment le monde, la France en tout cas, pourrait être en fonction des choix que l'on fait de plus ou moins de consommation. Expliquez-nous, puis après on visionnera votre film de présentation. Alors effectivement, bonjour. Donc on avait deux objectifs dans ce travail de prospective. La première, c'était, puisque donc ça a été indiqué tout à l'heure, on a signé l'accord de Paris, et donc il y a un objectif de neutralité carbone à 2050, et cette neutralité carbone, elle est au niveau planétaire, mais on accepte qu'elle soit aussi vue par les États. Et finalement, on s'est dit, mais cette neutralité, aller à la neutralité carbone, j'allais dire, nous, professionnels, on avait envie de voir comment ça pouvait se faire, mais surtout, on avait envie de dire à tout le monde ce que ça pouvait signifier. Voilà. Et on a choisi plusieurs chemins, 4 chemins. Alors, on s'est basé sur des archétypes du GIEC, peu importe, mais pour montrer qu'il y a plein de façons d'arriver à la neutralité carbone. Et c'était une façon de dire, voilà, il y a plusieurs façons d'y arriver, on en choisit 4, et on va voir ce que ça donne en termes de société, comment on vit dans ces sociétés en 2050. Puis il y avait un autre objectif également, qui était, j'allais dire, de mettre sur la table des éléments alors les plus factuels possibles, parce que nous sommes une agence de l'État, et donc on doit être le plus factuel possible, même dans un exercice de prospective, dans le cadre de la campagne présidentielle de 2022 et dans le cadre de la révision de la stratégie nationale bas carbone dont on a parlé tout à l'heure avec votre programmation énergie-climat, etc. Voilà, c'était, on va dire, les deux objectifs principaux de notre travail. Ça veut dire qu'on peut avoir concrètement une idée de ce que serait la société en fonction de 1, 2, 3, 4 scénarios. Voilà, alors on va voir une petite vidéo qui, en 4 minutes, présente un petit peu les choses. On a publié 2000 pages. Donc évidemment, il y a plein de choses, il y a de la documentation. Mais comme on a cité les scénarios de RTE, il y a aussi beaucoup de choses dans les scénarios de RTE ou du Shift Project ou de Négawatt, puisqu'en gros on est 4 à avoir fait des scénarios prospectifs, alors différents mais assez complémentaires. Mais si j'ai bien compris, c'est très concret, donc oui. on imagine très vite ce que ça veut dire, vos choix de scénarios. On va en parler je vous après, propose qu'on regarde ça tout de suite. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone ? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons, grâce aux forêts et au sol. Complétées si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, Génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés.
La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Alors ça y est, on se projette dans un autre monde, en tout cas plusieurs mondes. C'est vraiment intéressant parce que c'est très concret et ça soulève des questions. Mais moi, la remarque que je me fais, c'est finalement, ce défi, maintenant, c'est incontournable. On sait qu'on a à faire face à ça. C'est même plus une question de choix. On avait l'impression qu'il y a quelques années, on se posait encore la question, bon, est-ce qu'il va falloir lutter contre le réchauffement climatique? Maintenant, on sait que c'est indispensable de changer nos modes de production industrielle, nos modes d'alimentation aussi, de transport. On n'y coupera pas. Oui, on n'y coupera pas. Après, il y a différentes façons d'y arriver. En fait, c'est des mondes très différents. Juste deux éléments sur l'aspect énergétique. Dans les 4 scénarios, sur la demande totale en énergie, on n'atteint pas la demande de 2015. Voilà, on est en dessous. Les 2 premiers, on est à peu près à la moitié de la demande énergétique. Et puis on remonte, le 4, c'est moins 24% par rapport à 2015. Juste pour dire que, quelle que soit la société vers laquelle on va, ou très sobre, ou très technologique, sans sobriété, on peut arriver à consommer moins d'énergie qu'on ne l'a fait dans le passé. Oui. Je le dis parce que souvent on dit, si une société se développe, elle consomme plus d'énergie. Non, pas forcément, parce que soit par nos comportements, soit par la technologie, on peut arriver à consommer moins d'énergie. En tout cas, c'est la contrainte que vous êtes donnée dans ce cahier des charges. Enfin, c'est comme un cahier des charges pour les scénarios? Non, le seul cahier des charges, c'était d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et en fait, on a d'abord travaillé sur la demande et ensuite, on a travaillé sur l'offre. Et le deuxième point important, c'est effectivement la demande. C'est-à-dire qu'on l'a vu, alors dans nos scénarios, comme ça a été dit tout à l'heure, l'électricité, en gros, passe de 25 à 50% à peu près. Voilà. Évidemment. Sauf que on peut aussi agir sur la demande. On a parlé par exemple des véhicules. Effectivement, on va électrifier de plus en plus les véhicules, donc on va avoir besoin d'électricité pour les véhicules. Mais on a 2 choix. On peut continuer à faire des véhicules comme on veut, c'est-à-dire très lourds, qui vont forcément consommer plus d'énergie. Donc la différence entre le scénario 1 et le scénario 4, dans le scénario 1, on a des véhicules qui sont à peu près 20% moins lourds que dans le scénario 4. Donc on va consommer moins d'énergie et donc moins d'électricité. Et on peut aussi choisir ou entraîner la société pour qu'il y ait moins de véhicules en service. Dans le scénario 1, on met en service en 2050 2 fois moins de voitures qu'on le fait qu'aujourd'hui.
Voilà. Et le 4, en gros, on met à peu près la même chose. Donc on peut agir tout en ayant une augmentation de la consommation d'électricité. On peut aussi se dire, est-ce que, alors politiquement, individuellement, collectivement, est-ce qu'on peut quand même diminuer la demande en énergie, quelle que soit l'énergie, y compris d'ailleurs l'énergie renouvelable. Hein. C'est pas, là, je parle pour toutes les énergies. Voilà, il y a vraiment cette demande-là, et normalement, on doit d'abord regarder quelle pourrait être la demande. Est-ce qu'on agit dessus et du coup, quelle offre on a? Alors ce que je trouve très intéressant dans vos scénarios, c'est que c'est une approche systémique, c'est-à-dire que vous prenez en compte tout, c'est-à-dire ce que ça crée comme répercussion sur les filières économiques, sur l'industrie, vous avez même parlé de l'alimentation, et de la société, de l'organisation de la société, plus ou moins technologique. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement les impacts globalement de chacun des scénarios sur vous allez jusqu'au PIB, la dette, la croissance. C'est très profond, en fait, comme réflexion. Et c'est là où on voit que l'énergie, ça lie un peu tout dans notre société. Alors ça lie tout, et puis on a fait le choix, effectivement, de regarder l'ensemble des secteurs, donc bâtiments, industrie, agriculture, production d'énergie, déchets, forêt, enfin voilà, tout l'ensemble. Alors, pour être un petit peu rapide, donc effectivement, on a regardé les impacts sur la consommation de sol, sur la consommation d'eau d'irrigation, on a regardé l'impact sur les émissions d'un certain nombre de polluants atmosphériques, on a effectivement regardé les impacts économiques et notamment macroéconomiques. Si je fais un résumé, alors très caricatural, mais voilà. Oui, mais ça donne une image un peu des quatre choix. Pour aller voir, on a fait pour aller voir les 2000 pages, ou peut-être certaines d'entre elles, peut-être juste la synthèse, ça ira. En gros, les deux premiers scénarios qui sont les scénarios les plus sobres, mais on se projette dans des sociétés complètement différentes. Typiquement, on fait 2 fois moins de kilomètres en voiture individuelle, on mange 3 fois moins de viande, on construit à peu près 6 fois moins de logements neufs, enfin entre 3 et 6 suivant les scénarios, parce qu'on fait essentiellement de la rénovation énergétique d'ampleur plutôt que de la construction neuve, en notamment réinvestissant des bâtiments vides. Aujourd'hui, il y a 2 millions de mètres carrés de bâtiments vides, donc c'est quand même un peu idiot d'aller construire sur des sols où on pourrait faire autre chose, alors que, bref, voilà. Donc on est vraiment sur des sociétés très différentes. Dans le scénario 2, le kilométrage en vélo est multiplié par 12 par aujourd'hui pour un Français moyen qui n'existe pas, puisqu'il n'y en a aucun ici. Alors, grosso modo, les 2 premiers ont moins d'impact sur l'environnement que les 2 derniers, et surtout le dernier. Un exemple sur la consommation d'eau d'irrigation. Dans le 1, on consomme un peu moins d'eau d'irrigation qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a déjà des problèmes. Dans le 4, il nous faudrait 2 fois plus d'eau d'irrigation, voilà, et sur les sols, etc. Sur les aspects macroéconomiques, alors sur le PIB, il y a très peu de différence. C'est-à-dire que c'est un PIB est croissant, ça veut dire que les scénarios, même sobres, on a une augmentation du PIB, alors sauf le scénario 1 qui a une décroissance pendant un moment et qui remonte. Sur l'emploi, en revanche, le 1 est très défavorable et idem sur la dette. On a une augmentation de la dette sur le scénario 1 qui est beaucoup plus importante. En gros, les 2 premiers scénarios, on va dire, sur certains aspects, des effets macroéconomiques moins intéressants, voire pénalisants par rapport aux 2. Voilà, c'est très caricatural. Oui, mais c'est pour avoir un petit peu cette image d'hypothèse que vous avez donnée. Oui. Mais je voudrais avoir un retour de votre part, Thomas Dorger, sur déjà une question. Est-ce que les autres pays européens font ce type de projection et de scénario? Est-ce que c'est conciliable avec ce qui se passe au niveau européen? Parce que j'imagine que si on bouge notre société française, ça a un impact par rapport à l'Europe et inversement. On ne pourra peut-être pas faire tout ce qu'on veut si les autres pays ne sont pas au même rythme ou dans les mêmes choix. Comment on peut concilier ça? Alors, d'abord, oui, il y a d'autres États membres. La France est très avancée parce qu'en fait, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a 4 acteurs, il y a 4 scénarios prospectifs différents. Donc, c'est vrai que c'est particulièrement foisonnant. Mais l'Allemagne a aussi ses propres scénarios, les Pays-Bas, l'Italie. Donc, en fait, tout le monde est confronté au même problème, puisque d'ailleurs, l'horizon de temps et l'horizon politique de décarbonation, c'est un horizon européen. Et c'est même la raison, ce que vous avez rappelé, de l'accord de Paris. Donc, c'est même au-delà de l'Union européenne. Mais donc, on est tous dans le même bateau, en un sens. Alors,
Ce qui est très intéressant, c'est de se dire que effectivement l'enjeu dans lequel on est, c'est d'arriver à décarboner notre économie, mais en même temps, on a un objectif de réindustrialisation, de recréer de l'emploi industriel sur notre territoire, sur nos territoires, partout en Europe. Et donc, il y a une forme d'équation à résoudre ici. Alors, ce que la Commission propose, la Commission qui fait elle-même ses scénarios d'ailleurs à horizon 2050, c'est ce qu'elle a appelé avec un nom barbare et anglais le Net Zero Industry Act. Donc l'objectif ici, c'est de se dire comment est-ce qu'on va faciliter et comment est-ce qu'on va aiguillonner le marché, si vous voulez, et les investisseurs pour investir dans la production décarbonée et la décarbonation de la production sur le territoire européen. Et c'était une réponse, et on en a déjà un peu parlé dans le premier volet de la table ronde, c'est une réponse à ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, exactement, et le subventionnement de la production décarbonée sur le sol américain. D'accord. Donc on a cette idée de pousser des modes de production qui permettent de décarboner. Ça, c'est pour le volet industriel. Après, sur le volet purement énergétique, en fait, il faut que l'Union européenne assume finalement 2 points centraux. Le premier point, c'est effectivement, et on en a déjà pas mal parlé, c'est la complémentarité des différentes sources d'énergie, c'est-à-dire la fin de l'opposition basique entre ENR et nucléaire, par exemple, qui a structuré le débat européen pendant des années et des années, et qui n'a plus tellement de sens aujourd'hui, puisqu'on voit bien que l'augmentation de la consommation d'électricité va tellement augmenter qu'on va avoir besoin de tout. Voilà. Et la deuxième chose, c'est d'assumer le fait que la politique énergétique de nos pays doit se jouer à l'échelle européenne. Et ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Le premier point était relativement révolutionnaire déjà, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est les États membres qui sont responsables de leur propre politique énergétique, et c'est une des causes d'ailleurs de la crise qu'on a connue cet hiver. Donc notre objectif maintenant, en plus de la réforme du marché qu'on a déjà évoquée, c'est de se dire assumons la complémentarité entre les différentes sources d'énergie et assumons le fait que les politiques énergétiques des États membres doivent être coordonnées à l'échelle européenne. Donc encore une nouvelle étape dans la construction politique énergétique. Mais, alors si j'en profite du coup, il faut savoir qu'en fait la construction européenne, elle est très liée à l'énergie de manière générale, à l'intégration des sujets énergétiques. C'était la base, hein. La CECA, c'était quand même un peu ça, la communauté européenne, charbon et l'acier. Et puis Euratom qui est signé au même moment que le traité de Rome. Donc en fait, l'énergie et l'Union européenne sont déjà intimement liées. Seulement on n'a pas passé, disons, le dernier cap qui est de dire coordonnons tous ensemble. Voilà, et intégrons nos capacités de production énergétique. Et donc c'est le dernier cap qu'il faut passer. Ça ne sera pas simple, mais on s'est rendu compte que c'était utile. Mais on est tous sur le coup. Alors Jean-Louis Berger, je voudrais avoir un aperçu des réactions, parce que je crois que vous faites toute une communication autour de ces scénarios de l'ADEME pour en parler aux uns et aux autres et projeter cette image, enfin ces 4 hypothèses que vous avez créées. Comment ça réagit au niveau des citoyens? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça enchante? Est-ce que chacun se dit « ah ben moi je suis dans le 2, moi je suis dans le 4 » Alors je vais faire réponse en 2 temps. La première, c'est que dans le cadre de ce travail, on a interrogé 31 personnes un petit peu avant la fin de l'exercice. Alors c'est pas un panel représentatif, hein, 31, c'est quand même des gens qui... c'est du qualitatif, vous c'est du qualitatif et c'est quand même des gens qui ont des revenus différents, qui avaient des endroits différents, etc. Et on a écrit en gros 3/4 de page de nos scénarios, on leur a lu, il y avait un travail de picto, enfin tout ça a été piloté par des sociologues, aussi bien chez nous que chez les prestataires. Et en fait, ce qui ressort de ça, il y a plusieurs choses, mais il y en a une, c'est qu'il n'y a pas un scénario qui fait l'unanimité pour lui, et il n'y en a pas un qui fait l'unanimité contre lui. Voilà. Après, il y a d'autres éléments, mais là-dessus, sur la désirabilité, finalement, c'est pas aussi caricatural qu'on pourrait le penser, parce que si on se projette sur un pour dire « ah, c'est celui-là », ben non, en fait, c'est pas si simple. Ensuite, effectivement, on fait une communication, on a des outils de communication très professionnels, hein, le document qui fait 687 pages, c'est pas Madame Irigoyen qui va forcément le lire. Par contre, on a fait pas mal d'outils. Donc, il y a cette vidéo, il y a des podcasts, on a fait des suppléments avec So Good, etc. Donc, on fait tout un travail. Et donc, moi, j'arrive à la 100e présentation à des publics très divers. Voilà, ici, c'est des gens de la communication. On le fait dans des entreprises qui vont être aussi bien des banques que des professionnels du bâtiment. On l'a fait à la FNSEA ou FNE, ou voilà, du grand public, dans un festival de musique, par exemple. Et d'abord, c'est l'intérêt, en fait, parce que
sur 100, il y en a 97, c'est de la demande, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes allés voir des organisations pour les représenter. Et en fait, ce qui est intéressant à chaque fois, c'est que comme il y a plusieurs scénarios, on donne à réfléchir et à faire du choix. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « il faut aller là ». Voilà. Il y a différentes sociétés, il y a plusieurs scénarios. On a parlé d'électricité, on a des scénarios sans nucléaire nouveau, puis il y a des scénarios avec nucléaire nouveau. Enfin voilà, c'est très très varié sur l'hydrogène, sur voilà. Et du coup, ça permet aux gens d'abord de comprendre. Vous avez parlé de l'aspect systémique. Effectivement, les gens me disent « Ah oui, mais est-ce que je peux prendre l'agriculture du 1, le bâtiment du 2, l'industrie du 3, le pick and choose ?» Alors j'ai dit « Oui, vous pouvez, sauf que quand vous allez additionner, vous n'arrivez pas à la neutralité carbone. Donc vous allez faire votre propre scénario en disant « Mais qu'est-ce que je modifie dans la demande et du coup, qu'est-ce que je modifie dans l'offre ?» Voilà, et entre les différentes énergies, comment j'établis. Voilà. Et en fait, ça permet déjà. C'est la suite de votre travail, une appli où je pourrais choisir la composition. On a déjà nos gestes climat, on peut déjà voir son empreinte carbone personnelle et voir comment on pourrait la diminuer. Mais on voit bien, ça a été dit tout à l'heure, on est sur des choix de société. Donc, c'est pas simplement de choisir l'énergie. Voilà, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, c'est des choix politiques au sens premier du terme, c'est-à-dire que ça intéresse la vie et la gestion de la cité. Et là-dedans, il y a les politiques au sens plus restreint qui ont des mandats, mais il y a tous les citoyens, les organisations, les entreprises, les collectivités. Voilà, ça a été dit tout à l'heure, c'est un débat de la société. On choisit la société vers laquelle on va. Mais c'est effectivement, donc les gens qui ne connaissent pas comprennent qu'effectivement tout est lié. Et puis du coup, ça leur permet effectivement de se projeter eux-mêmes dans ce qu'ils auraient envie, éventuellement en tant qu'organisation ou en tant qu'individu. Je vais prendre juste un exemple, parce que bon, pour l'instant, on présente et puis pour l'instant, on n'a pas encore vu vraiment les résultats, mais le groupe ENSAM, là, des arts et métiers, a par exemple décidé deux choses à son conseil d'administration du mois de décembre. Il a dit, ma politique RSE, ça va être dans la philosophie du scénario 2 de l'ADEME. D'accord. Voilà, donc ça, c'est assez concret. Et la deuxième, c'est qu'ils ont demandé à tous les professeurs, lorsqu'ils font des travaux dirigés, travaux pratiques, souvent c'est des fabrications d'objets ou de pièces, de demander au groupe d'étudiants de se positionner dans un des scénarios de l'ADEME et de fabriquer, d'usiner leurs pièces ou leurs objets sous ce scénario. Voilà, dans la philosophie de ces scénarios. Et pourquoi ? En fait, c'est pour montrer aux étudiants que d'abord, on va être dans un monde qui va être très changeant. Alors, il a toujours changé, mais on voit bien qu'il risque d'y avoir des changements très forts dans le temps où ils vont travailler. Et la deuxième, c'est pour leur montrer que finalement, quelle que soit la société dans laquelle on vit, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on est et la politique qu'ils mènent, je pourrais fabriquer un objet qui va répondre au cahier des charges. Par contre, si je suis dans le 1, je vais essayer de faire plutôt low-tech, avec des produits récupérés, beaucoup d'éco-conception, etc. Et puis si je suis dans le 4, c'est le même objet, mais très numérisé, voilà. Donc on montre qu'on peut y arriver de plusieurs façons et ça leur permet de dire je vais devoir m'adapter dans ma vie professionnelle. Alors, il y a un point que je voudrais qu'on aborde maintenant avant de répondre éventuellement à des questions. Parce que vous dites, donc ça c'est auprès de tous les citoyens, on a vu que ces questions-là, elles étaient très compliquées parce qu'il y a la question des finances derrière. On l'a vu notamment au moment des Gilets jaunes, augmentation d'une taxe sur le carburant et tout d'un coup on voit toute cette population qui utilise la voiture tout le temps parce qu'ils n'ont pas forcément les transports en commun qu'on a dans une métropole ou dans une grande ville. Comment on peut gérer ces questions-là et notamment, je viendrai au bout du bout, sur la précarité énergétique. On sait très bien qu'il y a des gens qui se serrent la ceinture, y compris sur ça. Comment on fait quand on veut évoluer sur ces systèmes-là ? Je vais vous demander peut-être à vous Thomas et puis après à Jean-Louis de réagir. C'est une question importante d'équité. On va pas pouvoir payer tous la même chose sur cette transition écologique. C'est clair. Et c'est vrai que c'est ce qu'on se dit depuis le début. La question de la transition énergétique est archi-politique. Et en fait, on a déjà des cas d'ailleurs au sein de l'Union européenne et des cas récents de gouvernements qui ont été renversés pour des questions de coût de l'électricité. Alors, les Gilets jaunes ne sont pas allés jusque-là, mais en Bulgarie, par exemple, il y a eu en 2013 un mouvement désindigné de l'énergie, qui était un mouvement relativement similaire aux Gilets jaunes, mais qui concernait plutôt la facture d'électricité et qui a résulté à la démission du gouvernement en place. Donc on sait que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. En Europe, il y a en gros 10% de la population qui est en situation de précarité énergétique. C'est énorme. C'est énorme, ça fait 45 millions de personnes, donc c'est pas rien du tout. Juste avant la crise, on était plutôt à 8%.
Évidemment, c'est très mal réparti sur le continent, donc je ne vais pas vous assommer de chiffres. En France, on considère que c'est en gros 6%. Dans le sud de l'Europe, Espagne, Portugal, Italie, plutôt 15%. Et dans l'est de l'Europe, plutôt 20-25%. Donc c'est évidemment mal réparti sur le continent, mais ça concerne quand même un grand nombre de citoyens européens. Il n'y a pas de définition commune à l'Europe de ce qu'est la précarité énergétique, mais on estime qu'en gros, c'est quand on est obligé de sacrifier une des consommations énergétiques, le chauffage. Pour s'alimenter ou pour des besoins qu'on considère encore plus essentiels. Alors, donc l'enjeu du prix de l'électricité, par ailleurs, l'enjeu du prix de l'électricité, c'est un des 3 objectifs de la politique énergétique européenne. La sécurité des approvisionnements, le fait qu'il y ait toujours de l'électricité disponible, la décarbonation, le fait que cette électricité soit neutre en carbone, et le prix abordable, le fait qu'elle soit abordable pour les citoyens. C'est le 3e objectif de la politique énergétique européenne. Et en fait, il n'y a pas 250 000 manières de faire ça. La seule et unique, c'est justement d'assumer la complémentarité entre les différents mix, puisque le nucléaire ou les renouvelables sont des énergies qui sont relativement abordables. Assumer l'européanité pour faire en sorte qu'en Espagne, en Bulgarie ou en Grèce, on puisse consommer l'électricité qui est produite pas cher, la moins chère possible, soit via des renouvelables, soit via le nucléaire. Et le 3e point, c'est la sobriété, c'est-à-dire c'est la diminution de la consommation. Jean-Louis, est-ce que les citoyens, justement, qui regardent vos scénarios, ont conscience qu'il y a aussi cette question-là derrière, évidemment? Alors les citoyens, nous aussi. Oui, tout le monde. Au-delà de la précarité énergétique, en France, il y a à peu près 20% de pauvres, donc qui n'accèdent pas à leurs besoins de base, se loger, se nourrir, se cultiver, se soigner, s'éduquer, etc. Et il faut absolument que ces personnes arrivent à accéder à leurs besoins de base. Eux vont peut-être consommer plus d'énergie, plus de matière, c'est ce que dit le GIEC dans son rapport, suivant les zones et les populations. Ça veut dire que c'est les 80% qui ne sont pas en pauvreté aujourd'hui qui vont devoir revoir un petit peu leur modèle. Ensuite, c'est clair, et nous on le dit, et on va sortir là un travail, ce qu'on a appelé les effets redistributifs. Donc on a regardé comment, dans chacun des scénarios, les effets qu'il pouvait y avoir sur les déciles de revenus. Voilà. Alors la transition écologique ne modifie pas beaucoup les équilibres, les inégalités de revenus. Donc il doit y avoir des politiques différentes. Par contre, ce qui est clair, c'est que si à un moment donné, il doit y avoir des systèmes de taxation, par exemple, et on l'a vu pour les gilets jaunes, ce qu'avait fait la Suède, elle a dit je taxe, mais tout revient à la population. En France, on a dit il y en a la moitié dans le budget de l'État qui va partir. Bon, et ça marche pas. Alors ça ne veut pas dire que ça aurait forcément marché si on avait dit que les 400 millions revenaient à tout le monde, mais en tout cas, il y a une nécessité, d'accompagner effectivement les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui sont les plus en difficulté pour le faire. Voilà, par des politiques diverses et variées qui ne sont pas simplement de la taxation ou autre. Et puis, alors, on a, semaine dernière, Jean Covici a parlé des quotas sur le nombre d'avions et autres. Le quota, c'est un sujet intéressant. Les jeunes peuvent voyager, pour moi, les plus anciens non. Il l'a mal posé, mais le sujet est intéressant. Ce que je veux dire, c'est que souvent, dès qu'on parle quota, tout le monde... Mais on pourrait très bien imaginer des quotas même de CO2 par exemple, globalement, mais qui ne vont concerner qu'une moitié de la population. Ça veut dire qu'il y a toute une moitié qui est en dessous, qui ne va pas être gênée. Enfin, qu'on impose juste 4 voyages en avion dans la vie, il y a 33% des gens, ça leur fait ni chaud ni froid. Je ne reprendrai pas la phrase de Chirac là-dessus, mais parce qu'ils ne prennent pas l'avion. Et il y en a encore 33%, ils le prennent très exceptionnellement. Ça veut dire qu'en fait, ça touche un tiers des Français. En tout cas, ça a le bénéfice de poser les choses, mais c'est de pouvoir aborder les choses sans tabou. C'est juste pour dire qu'on peut avoir des réglementations diverses et variées, mais qu'il y a une partie de la population qui ne sera pas touchée, par exemple. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a prendre une petite question, s'il y a dans l'Assemblée. Vous allez avoir un micro, rapidement. Bonjour, Jean-Pierre Duport, DJP Énergie. Alors nous, on s'inscrit plutôt dans la partie opérationnelle, puisque on se demande ce que l'on peut avoir comme idée. Déjà s'inscrire dans le cadre de l'amélioration des performances de l'existant. Sans rien changer, on améliore les performances de l'existant. Et nous, on s'inscrit surtout dans le domaine de l'habitat et du tertiaire. Pourquoi ? On a déposé un brevet pour un appareil que l'on met sur les chaudières et qui réduit de 20% les consommations énergétiques et les émissions de CO2. Pourquoi on s'est balancé là-dessus ? Puisqu'on a fait le sommet de la Terre de Rio en 92 avec l'ADEME, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la France importe 70 millions de tonnes équivalent pétrole.
40% sont dédiés au chauffage de l'habitat et du tertiaire. Donc on a fait un plan avec le ministre à l'époque pour les 11 millions de personnes en précarité énergétique et équiper les chaudières et réduire de 20% les consommations énergétiques. Exemple, un immeuble de 100 logements consomme à peu près... Oui, allez-y, Pardon, 150 000, la question rapidement. Parce que... 150 000 euros par an, 20%, ça fait 30 000 euros. La durée de vie, c'est 15 ans, ça fait 500 000 euros sur 15 ans pour un appareil que l'on met. Ce que je retiens dans votre question, c'est est-ce qu'on peut ne rien changer et juste trouver des systèmes qui nous permettent d'économiser un petit peu cette énergie? Et ça sera vos mots de conclusion, puisqu'on doit conclure la... Alors, juste, j'ai oublié de dire, sur un moteur de recherche, vous tapez ATD Carmonde, scénario ADEME Transition 2050, parce que ATD Carmonde travaille avec ses bénéficiaires dans le cadre d'un laboratoire et il challenge nos scénarios. C'est extrêmement intéressant pour nous. Donc, vous voyez, fin du monde et fin de mois, ça peut tout à fait se conjuguer. Parce que les gens qui étaient là, quand ATD leur a proposé de le faire, ils ont dit oui de suite. D'accord. Donc, ils se projettent à 2050. Alors, est-ce qu'on peut faire sans rien changer? C'est notre scénario 4, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas, on se base uniquement sur de l'amélioration technologique. Qui n'existe pas encore, puisque captation de CO2, on ne sait pas encore complètement faire. Alors, tout ce qu'on a mis existe. Alors, soit ça existe, avec des améliorations technologiques. Soit en expérimentation. Soit on a prolongé, c'est-à-dire que le captage du CO2 dans l'air, effectivement, aujourd'hui, il n'y a que des pilotes de recherche. Mais on a fait le pari, d'où le nom, pari réparateur, qu'on mettait suffisamment d'argent, d'intelligence pour y arriver. C'est un vrai pari. D'ailleurs, RTE n'a pas retenu cette technologie-là en disant moi, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, on peut, voilà, c'est la technologie va nous sauver. Par contre, les impacts sont très différents, puisque, par exemple, en 2050, il faut trouver l'équivalent de 2 fois la surface de la ville de Paris à compenser dans le cadre du zéro artificialisation net. Voilà. Et je vous dis, il faut trouver 2 fois plus d'eau d'irrigation qu'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'est envisageable? Voilà. Donc en fait, c'est plutôt un mélange, en fait, évidemment, d'évolution technologique, c'est une évidence, voilà, pour consommer moins. C'est aussi dans les comportements 2 éléments. La première, c'est l'aspect gaspillage, où là, finalement, on économise de l'eau, de la matière, de l'énergie sans rien changer. Quand on éteint des vitrines la nuit, ça pénalise personne, même pas le commerçant, voilà, et on fait des économies d'énergie. Et le deuxième, c'est à un moment donné quand même de se poser des questions sur la façon dont on consomme. Donc on peut avoir par exemple des appareils qui sont réparables, réutilisables, qui vont avoir une durée de vie. On a parlé des centrales nucléaires, plutôt que effectivement de reconstruire une centrale nucléaire au bout de 40 ans. On la recycle. Non, on peut voir si on peut déjà la prolonger. Ouais. Voilà. Après, quand on démonte une partie, on peut recycler le béton, etc. Pareil pour les énergies renouvelables. Donc il y a quand même une question, et on a parlé énergie, on a très peu parlé des métaux. Voilà. Et là aussi, il y a des questionnements sur la disponibilité globalement des métaux, et pas simplement des terres rares pour les aimants permanents, des éoliennes offshore ou de nos voitures. Ça fera l'objet d'autres discussions. Il y a des questionnements sur le cuivre et l'aluminium qui sont très sollicités par la transition énergétique et numérique, notamment la construction en Asie. Enfin voilà. Donc c'est un autre sujet. Et s'il n'y a pas ça, à un moment donné, ça va poser problème. Alors, si on reste sur l'énergie, un dernier mot également, Thomas, c'est quand même positif parce qu'on se réapproprie ces questions et qu'au niveau européen, on voit bien qu'il y a l'idée d'y aller encore plus tous ensemble. Oui, il y a une impulsion extrêmement forte à l'échelle européenne. Nous, on est persuadés que c'est à cette échelle-là que ça va se jouer. La question de la transition énergétique, elle est transfrontalière par essence, si vous voulez, et qu'en plus, on croit vraiment, et je pense que toute la communauté, en tout cas des énergéticiens français, est d'accord pour dire que plus la plaque de cuivre est grande, donc plus on partage notre mix électrique avec le plus de pays possible, plus on arrive à un système électrique efficace, c'est-à-dire décarboné, sûr et abordable. Donc c'est à cet enjeu-là qu'il faut se rattacher. Donc je vous engage à suivre les débats européens qui vont commencer dans quelques temps, puisqu'il y a les élections européennes l'année prochaine, et donc j'imagine que ça va être au cœur des sujets. En tout cas, c'est à nous de le porter.
En tout cas, merci beaucoup Thomas Dorger et Jean-Louis Berger. C'était vraiment intéressant de se projeter dans ce monde-là qui n'est pas si loin et de voir quels sont les choix. Et de toute façon, on sait bien qu'on s'oriente quand même vers un monde un petit peu plus sobre et puis plus de réflexion autour des technologies et de tout ce qu'on va engager pour économiser notre énergie. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre tous ces enjeux autour de l'énergie, à la fois sur un plan français, européen et puis même mondial, puisqu'on l'a dit, c'est une question qui devient géopolitique. Je vous remercie beaucoup.